la lutte des classes, elle se cantonne pas, elle ne s'arrête pas aux frontières. Elle est partout. Et quand on est fort ailleurs, ça nous aide à être plus fort ici. Et je vais juste très rapidement le dire, et j'en dirai pas plus. J'ai une fois, enfin moi je suis allé en Palestine. Je suis allé en Palestine il y a déjà longtemps, en 2001. Et quand vous revenez de Palestine, vous avez envie de partager cette expérience et de faire en sorte que putain les gens ils bougent pour la Palestine. Et j'ai eu l'occasion d'appeler dans une émission de radio un Palestinien en 2000, CPE, c'était quand CPE 2005, 2006. J'ai eu l'occasion de l'appeler et je concluais mon interview, parce que c'était à la radio, une interview, et je lui dis mais comment on peut vous aider? Et je disais toujours ça, à chaque fois que je parlais à des Palestiniens, comment on peut vous aider? Et là il m'a répondu, comment vous pouvez nous aider? Il a dit mais moi je suis au courant, je sais qu'en ce moment, la jeunesse de votre pays, la France, est en train de se battre contre le CPE. Et il m'a décrit ce qu'était le CPE, hein, contre un truc qui allait précariser la jeunesse, etc. de ce pays. La meilleure façon de nous aider, c'est de vous battre là où vous êtes. Et je pense que donc, la diffusion de ce film 5 caméras brisées ce soir, qui est un film parmi d'autres, hein, mais qui est un film sur la résistance palestinienne, c'est un film sur notre résistance à nous aussi. Peut-être pourquoi la cause palestinienne et la lutte des Palestiniens est si emblématique. En vérité, elle n'est pas assez, hein, parce que véritablement, on a affaire à un combat totalement inégal. Est-ce qu'on peut se battre comme ils se battent? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a la force, nous, de se battre comme ils le font? Faudrait qu'on arrive au moins là où on est, nous, dans notre pays, à se battre, ne serait-ce que 10% de leur courage, ce serait déjà pas mal pour qu'on réussisse à faire quelque chose. Et si maintenant on se dit qu'on a besoin, il faut les aider, il faut les aider à lutter. On a quand même quelques leviers, et pour ça on va se tourner vers la FPS, qui est présente dans la personne de Mireille. Je suis allée à Billine en 2015, j'ai fait le 1er mai à Billine, dans le cadre d'une mission que notre groupe local avait organisée. Donc on était partis à 10, il y en a 8 qui sont entrés, 2 qui ont été expulsés dès l'aéroport de Tel Aviv. Parce que, faut-il le rappeler, pour pouvoir aller rencontrer les Palestiniens, on est obligé de passer par cette armée d'occupation. Et donc ils laissent entrer, selon leur bon vouloir, qui ils veulent. Donc il y a 2 jeunes d'origine arabe qui n'ont pas pu rentrer. Et donc on a fêté le 1er mai, fêté entre guillemets, parce qu'effectivement on nous a reparlé de la mort de Bassem, qui est toujours très prégnante. Il y avait encore des affiches de Bassem en 2015. Et voilà, on a participé à cette manifestation contre le mur, on a été gazés. C'est le quotidien en fait du peuple palestinien, et qui s'est donné comme arme. On a vu un peu que cette résistance dite pacifique, parce qu'en fait c'est des manifestations qui font chaque vendredi après la prière, du résultat de ces manifestations et de cette résistance pacifique, en fait c'est pas réellement probant, puisque les colonies continuent à se multiplier. On a encore appris récemment cette semaine qu'il y avait encore des milliers de logements qui étaient encore construits, notamment à Jérusalem-Est, mais dans toute la Cisjordanie. Et donc depuis 2005, le peuple palestinien s'est doté d'une nouvelle arme qui est le boycott, comme disait Sam, et en fait qui est l'arme qu'avaient utilisée les Sud-Africains à l'époque de l'apartheid. Et ils se sont dit que c'était une arme qui était utilisable aussi par les citoyens du monde entier, donc qui est l'arme du boycott d'Israël, mais total, boycott total d'Israël, que ce soit au niveau économique, culturel, artistique, diplomatique, culturel, universitaire, etc. Et effectivement, en France, mais partout dans le monde, on va dire que ça n'a pas pris tout de suite, hein.
Ça a commencé vraiment à se développer à partir de 2010. Et maintenant, partout dans le monde, on boycotte Israël. Alors le boycott économique à notre niveau, qui est de ne pas acheter des produits israéliens, les avocats, les pamplemousses, etc., ça ne porte pas vraiment préjudice à l'économie israélienne, évidemment. Mais c'est surtout l'image d'Israël qui en a pris un coup. Et en particulier au niveau artistique et culturel. Il y a de plus en plus d'artistes qui refusent d'aller se produire là-bas et qui le font savoir publiquement. En dernière date, c'était la chanteuse Shakira qui devait aller se faire un concert là-bas et donc qui a renoncé. C'est des artistes de renommée internationale. Il y a encore malgré tout beaucoup d'artistes français qui acceptent d'aller se produire en Israël. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver non seulement sur le site de la FPS Nord-Pas-de-Calais, mais aussi sur le site BDS, donc Boycott des investissements sanctions. Sur le versant donc, du désinvestissement, c'est un morceau qui est assez gros parce qu'en fait, il vise les entreprises françaises, pour ce qui nous concerne ici en France, les multinationales françaises, comme Veolia, comme Orange, puis plein d'autres. Notamment, il y a une campagne nationale contre 5 banques françaises, notamment AXA, qui finance en fait la construction de colonies dans les territoires palestiniens. Et donc il y a une campagne nationale qui est menée par la FPS nationale, mais aussi la CGT au niveau de la Confédération et d'autres organisations syndicales, notamment solidaires, avec des associations des droits de l'homme comme la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui a remporté des victoires. Alors c'est des gros morceaux, c'est pas en quelques mois, il a fallu pour Orange, il a fallu 5 ans de campagne contre les... Alors on fait des rassemblements, des manifestations devant les boutiques Orange avec des tracts, on informe les clients, on demande à rencontrer les directeurs, mais aussi les personnels de ces entreprises. Et voilà, on a gagné en tout cas sur Orange et sur Veolia. Là, la campagne qu'on mène, c'est contre 5 banques françaises. Vous pouvez retrouver les informations sur le stand. La Société Générale, Banque Populaire, AXA, je l'ai dit, BNP Paribas et la 5e, Crédit Agricole. Et donc, on tracte aussi quand il y a les assemblées générales des actionnaires ou des sociétaires qui tiennent leur assemblée générale chaque année. On essaie d'entrer dans l'assemblée générale. Quand on ne peut pas, on reste devant. Et là, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, régulièrement, on informe les participants à ces assemblées générales. On interpelle les directions régionales et nationales. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine évidemment parce qu'ils ne vont pas lâcher prise comme ça. Hein. On sait que c'est des centaines de millions d'euros qui rapportent. Mais tout ça, c'est fait en violation totale du droit international, y compris la France, puisque la France a des participations dans certaines de ces banques. Donc ça veut dire que la France contrevient au droit international et qu'elle pourrait être poursuivie devant des tribunaux. Donc on appelle au boycott aussi universitaire. On a mené une opération notamment à l'université de Lille 3 il y a le 14 février précisément, parce que vous savez que, enfin peut-être pas, en fait que cette année il y a une saison qui s'appelle Saison France-Israël qui va durer jusqu'au mois de novembre 2018 et qui consiste en une série de conférences, de festivals, de concerts, etc. pour faire la promotion d'Israël. Et le 14 février, il y avait un groupe d'étudiants qui avait organisé sur 4 jours un festival à Lille qui faisait la promotion d'Israël. Dégustation de vins israéliens, exposition, conférences sur le nouveau visage d'Israël. Et en 48 heures, on a mobilisé un certain nombre de sympathisants et d'adhérents. Et on est allé à la maison des étudiants à Lille 1, où commençait ce festival. Et on a interpellé les étudiants.
qui naïvement nous ont fait croire que d'abord que le culturel c'était pas du politique, hein, qu'il ne fallait pas tout mélanger, un peu comme pour la question du sport, hein, il ne faut jamais mélanger le sport et la politique. Et bon, je vous résume vite fait parce qu'on a obtenu au bout de 2 heures l'annulation de ce festival qui devait durer 4 jours. Ça a été la première victoire de l'annulation d'une des opérations, d'un des événements de cette saison croisée. Et donc il faut savoir qu'elle va être inaugurée officiellement mardi prochain en France et que Macron va recevoir Netanyahou à Paris. Que Édouard Philippe devait se rendre à Tel Aviv pour inaugurer la partie israélienne de cette saison croisée, qu'il y a renoncé. Donc c'est déjà en soi une victoire, même si évidemment officiellement il n'a pas annoncé ça comme étant un retrait. Voilà, donc on continue à peser en tout cas sur cette annulation de cette saison croisée et surtout Netanyahou évidemment n'est pas bienvenu à Paris, ni d'ailleurs à Paris ni ailleurs. Donc il y aura des manifestations partout en France mardi et notamment une à Lille. Donc je vous invite à 18h30 à la Grande Place de Lille. S'il pouvait y en avoir aussi une à Roubaix, une à Tourcoing, partout. Voilà, pour dénoncer cette venue du boucher de Tel Aviv, qui est accueilli par le régime français. Et voilà, donc au-delà de ces manifestations ou de ces actions qu'on peut mener localement et puis un peu en urgence aussi, on mène quand même sur la longue durée tout un travail d'information, notamment sur l'histoire de la Palestine. 2018, c'est le 70e anniversaire de la Nakba, de la catastrophe pour les Palestiniens, puisque c'est la création de l'État d'Israël qui s'est fait dans les cendres et dans le sang du peuple palestinien, puisque 800 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres pour pouvoir créer cet État colonial et raciste. Quand je dis raciste, c'est pas mon point de vue, c'est que c'est l'idéologie sioniste qui a créé cet État. Et il y a eu une résolution en 1975, la résolution 3379 de l'ONU, qui a reconnu que le sionisme était une idéologie raciste. En tout cas, je vous invite notamment sur la table là, directement, je vous fais la proposition de boycott par exemple, puisque c'est très varié, de boycotter les médicaments Teva. Il faut savoir que c'était un laboratoire israélien qui a le monopole du générique en Europe, et que maintenant, depuis plusieurs années, il y a des centaines de milliers de vignettes non Teva, j'en veux pas, qui sont collées sur les cartes votre carte de Vital, voilà. Et il y a des réseaux maintenant de pharmaciens et de médecins, effectivement, qui renoncent à se fournir chez ce laboratoire. Voilà, donc c'est le boycott est de façon multiple possible, même pour des citoyens lambda. Merci Mireille. Tu peux rappeler le numéro de la résolution 3379. Donc elle a été abrogée, évidemment, parce que le lobby sioniste a fait pression sur l'ONU. Elle a été abrogée quelques années plus tard. Mais bon, voilà, on continue, nous, à dire que le sionisme, de toute façon, est une idéologie raciste. Ça se voit dans le film, c'est quand même... Parce que ce qu'on voit dans le film, les jeunes Français peut-être, souvent. Des centaines. Des Français, des Russes, des Américains, qui sont là et qui viennent arrêter des gosses chez eux, dans leur maison, dans leur famille. C'est un truc de fou quand même. C'est là qu'on voit qu'on a affaire à pas une caricature, c'est pas le bon mot, mais à une... quand on parle de classe, là, on est vraiment dans quelque chose d'énorme, une oppression. Ça commence aussi par là. Libérer la parole et dire vraiment les choses comme ils sont. Mais bon, je tiens quand même à dire que c'est vrai que c'est un sacré film. Et que le boycott, oui, pour moi aussi, j'estime que c'est vraiment très 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 important. Très important. Ils ont créé quand même un ministère, enfin un pseudo-ministère israélien en Israël, pour lutter contre cette campagne de boycott. En France, on s'y est mis aussi. Alors, il y a eu des soubresauts où on a voulu nous interdire aussi le boycott. Il faut savoir, oui, que c'est tout à fait légal. À l'époque de Alliot-Marie, donc à l'époque du gouvernement Sarkozy, il y a une circulaire qu'elle a pondue qui demandait au procureur de poursuivre les militants qui appelaient au boycott.
Certains ont espéré qu'avec la venue de Hollande et de Taubira au ministère de la Justice, que cette circulaire allait enfin être abrogée. Taubira, comme les autres, ont laissé. Et puis après, il y a eu Urvoas, qui a tourné Kazakh aussi, puisque ça a été le ministre de la Justice qui a succédé à Taubira et qui tenait des propos pro-boycott, qui disait que c'était la liberté d'expression. Et quand il est arrivé au ministère de la Justice, il a fait comme les autres. Il a dit qu'appeler au boycott, c'était peut-être derrière aussi de l'antisémitisme. Et puis bon, maintenant, avec Macron, voilà. Donc, on a des camarades qui ont été poursuivis, notamment des camarades de la CGT, qui ont été poursuivis devant les tribunaux. Mais le boycott est toujours tout à fait légal. Et après, voilà, là, les derniers résultats qu'on a obtenus par rapport à ces poursuites, ça a été la relaxe, notamment pour un camarade de l'Est, qui en plus fait partie de l'Union juive française pour la paix, qui est un juif, et qui avait justement mené une campagne par rapport à Teva et qui avait simplement demandé à rencontrer des pharmaciens pour leur expliquer la démarche. Et ne serait-ce que ça, les lobbies pro-israéliens, notamment le CRIF, mais il faut savoir aussi que, pour certains, je ne sais pas s'ils connaissent, la LICRA, qui se dit, voilà, il y a d'ailleurs des tracts sur cette association sioniste, qui généralement aussi, avec le CRIF, poursuit les militants. Mais bon, il faut savoir que c'est la liberté d'expression et que le boycott est tout à fait, non seulement un droit, mais un devoir pour tous les militants des droits humains. Que ce soit les chaînes privées, les radios privées, les radios publiques, que ce soit France Info ou France Inter, le vocabulaire, les euphémismes qu'ils utilisent pour parler des massacres et des assassinats, ils parlent d'affrontements, de heurts, de ripostes, alors que les snipers se cachent là, ils sont surarmés, ils se cachent et ils tirent volontairement dans le dos des gamins et dans les genoux, volontairement pour les mutiler à vie. Et les journaleux, on va dire, parce que j'appelle pas ça le journalisme, voilà, ils nous parlent d'affrontements comme s'il s'agissait de deux communautés qui se bagarraient, qui se disputaient et à armes égales, alors que on a bien vu à Gaza, ils utilisent quoi? Des cerfs-volants enflammés, des pneus.